Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle plongée. On s'attaque aujourd'hui à un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, le climato-scepticisme en France. Ah oui, On va essayer de comprendre ce qui se cache derrière ce phénomène. oui, un sujet passionnant et plein de nuances, souvent réduit à des clichés. Exactement. Et pour décortiquer tout ça, on s'est pris sur une étude menée par Parlons Climat en 2024. Figurez-vous qu'ils ont combiné des sondages et des entretiens pour vraiment cerner le sujet. Oui, Pas juste combien de climato-sceptiques il y a, mais qui y sont, pourquoi ils doutent, et ce que ça implique pour l'action climatique. c'est ça, aller au-delà des chiffres pour comprendre les motivations profondes, les mécanismes de pensée. Et croyez-moi, on a déniché des infos vraiment surprenantes, notamment sur la diversité des profils et des raisons qui poussent au scepticisme. Hmm. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, une question essentielle. Combien sont-ils ces fameux climato-sceptiques? Alors là, l'étude met le doigt sur un vrai casse-tête. Il n'y a pas de chiffre magique, tout dépend de la façon dont on pose la question. Ah bon. Oui, Ah, c'est-à-dire, Edouard. et bien plus, on propose de réponses négatives dans un sondage du genre «je ne sais pas» ou «le changement climatique n'existe pas». Plus le pourcentage de sceptiques grimpe. C'est fascinant de voir comment la formulation influence les résultats. Donc, en gros, plus on leur donne la possibilité d'exprimer un doute, plus ils sautent sur l'occasion. Exactement. L'étude a analysé plusieurs sondages français et on observe une fourchette allant de 25% à 45% de climato-sceptiques. Disons qu'environ un tiers de la population française émettent des doutes sur la responsabilité humaine dans le changement climatique. Un tiers de la population, c'est énorme, d'un. On imagine souvent les climato-sceptiques comme une minorité marginale, mais là on parle d'une part importante de la société. Oui, c'est un chiffre qui donne à réfléchir, mais attention, il ne faut pas tout mélanger. Hmm. Il y a une différence importante entre le climato-scepticisme et le dénialisme. Les dénialistes, ceux qui nient complètement l'existence du changement climatique, ne représentent qu'une toute petite partie des climato-sceptiques. D'accord, donc on a une majorité de sceptiques qui doutent, qui se posent des questions, mais qui ne nient pas forcément le phénomène en bloc. C'est ça. Et l'étude va plus loin en s'intéressant de près aux caractéristiques de ces climato-sceptiques. Oubliez les clichés du vieux monsieur grincheux accroché à ses vieilles habitudes. Le climato-scepticisme touche toutes les catégories de la population. Ah, ça c'est une vraie surprise. On a souvent tendance à imaginer un profil type, mais apparemment la réalité est bien plus complexe. Absolument. L'étude a passé au crible des tonnes de données, page, sexe, niveau de vie, opinion politique, rapport à l'environnement, et le constat est clair. Le climato-scepticisme se retrouve partout, bien sûr. Il y a des tendances qui se dégagent, par exemple, statistiquement. On observe plus de sceptiques chez les plus de 65 ans, les personnes avec des revenus et un niveau d'éducation plus bas, et celles qui se situent à droite, politiquement. Donc même si le profil est varié, on en trouve quand même des points communs. Oui, et le plus marquant, c'est le rejet des questions environnementales et des mouvements écologistes. C'est le facteur qui prédit le mieux le climato-scepticisme. Ce qui est intéressant, c'est que ça montre que le problème n'est pas forcément un manque de connaissances scientifiques, mais plutôt une question de positionnement d'idéologie. En fait, c'est une réaction à tout un système de pensée, une vision du monde. Plutôt que de remettre en question ses convictions, on préfère remettre en question le problème lui-même. Exactement. Et pour bien comprendre ce phénomène, l'étude décortique les différentes nuances du doute. Figurez-vous qu'il existe 6 catégories de climato-scepticisme, hein, allant d'un scepticisme soft à un scepticisme hard, si on peut dire. Six catégories, c'est beaucoup plus nuancé qu'on le pense, vous pouvez nous en dire plus. Bien sûr. On commence par l'ignorance. Tout simplement, c'est le cas des personnes qui manquent d'informations, qui n'ont pas vraiment d'avis tranché sur le sujet. Ce qui est assez logique si on ne s'intéresse pas au sujet, difficile d'avoir un avis arrêté. Ensuite, on a l'hésitation. Ce sont ceux qui s'interrogent sur les causes du changement climatique, qui ne sont pas sûrs de la part de responsabilité humaine, mais qui ne rejettent pas le phénomène en bloc. Un peu comme si le sujet les laissait perplexes sans qu'ils ne ferment la porte pour autant. Exactement. Puis on a l'origine mixte. Ceux qui reconnaissent l'influence humaine, mais qui insistent sur le rôle des facteurs naturels, ils refusent de voir l'homme comme le seul responsable. Un discours qu'on entend souvent, le climat a toujours varié. Pourquoi ce serait différent aujourd'hui? Oui, c'est un argument classique. Après, on a le phénomène naturel. Ceux qui pensent que le changement climatique est uniquement dû à des cycles naturels, on s'éloigne déjà un peu plus de la position scientifique dominante. Là, on entre dans un niveau de scepticisme plus prononcé. Oui, clairement. Ensuite, on a le déni, le rejet pur et simple de l'existence du changement climatique. Là, c'est le scepticisme dans sa forme la plus extrême. Et enfin, on a le complotisme. Ce sont ceux qui attribuent le changement climatique à une manipulation humaine.
Par exemple, la géoingénierie, on parle de complot climatique, un phénomène qui prend de l'ampleur, notamment sur les réseaux sociaux. Oui, on entend de plus en plus parler de ces théories du complot, c'est assez inquiétant. Mais au-delà de ces catégories, ce qui est vraiment intéressant, c'est de comprendre les motivations qui se cachent derrière le climato-scepticisme. J'imagine que l'étude a exploré cette question. Absolument. Et là encore, préparez-vous à être surpris. Ce n'est pas le manque de connaissances scientifiques qui arrive en tête. Vraiment. Mais alors, qu'est-ce qui explique ce scepticisme? Qu'est-ce qui pousse ces gens à douter? L'étude montre que le climato-scepticisme est avant tout une réaction à des menaces perçues. On a identifié 4 grands types de motivations, accrochez-vous. On entre dans le cœur du sujet. Alors ces motivations, on peut les regrouper en 4 grandes familles. Premièrement, il y a ce qu'on appelle l'anti-écologisme politique. Beaucoup de sceptiques rejettent l'écologie, qu'ils perçoivent comme punitive radicale, récupérée politiquement par la gauche. Ils ne se reconnaissent pas dans ce discours et préfèrent prendre le contre-pied en doutant du problème. C'est intéressant ça. Donc ce n'est pas forcément l'écologie en soi qu'ils rejettent, mais plutôt la façon dont elle est présentée, son instrumentalisation politique. Exactement. C'est une forme de résistance, un refus de se conformer à ce qu'ils perçoivent comme une idéologie dominante. Et du coup, ça les pousse à se braquer, à rejeter en bloc le discours ambiant sur le climat. Tout à fait. Ensuite, on a la défense d'un mode de vie. Beaucoup de sceptiques craignent de devoir changer leurs habitudes, surtout si ces changements impliquent des coûts supplémentaires ou des restrictions. Ils se sentent menacés dans leur confort et leur liberté. Je comprends, la peur du changement, c'est un sentiment assez universel. On aime tous nos petites habitudes, nos routines, et l'idée de devoir tout bouleverser peut être angoissante. Oui, et cette peur peut se traduire par un rejet du problème, une façon de se rassurer en se disant que tout ça est exagéré, que ce n'est pas si grave. Une sorte de mécanisme de défense psychologique en quelque sorte. Et quelles sont les autres motivations? On a ensuite la défiance politique et le complotisme. Ce sont les sceptiques qui suspectent le gouvernement, les élites ou le système de manipuler l'information sur le climat pour servir leurs propres intérêts. Ah oui, les fameux complots. On en entend de plus en plus parler, mais qu'est-ce qui nourrit cette défiance? Souvent, c'est un sentiment de perte de contrôle d'impuissance face à un monde complexe. Et changeant, on se raccroche à des explications simples, à des boucs émissaires, pour donner un sens à ce qui nous dépasse. Et Internet, avec la prolifération des fake news, n'arrange pas les choses. Effectivement, les réseaux sociaux jouent un rôle important dans la diffusion de ces théories du complot. L'information circule vite sans filtre, et il est parfois difficile de distinguer le vrai du faux. D'où l'importance de développer son esprit critique, de croiser les sources, de se méfier des informations trop sensationnelles ou alarmistes. Absolument. Et la dernière motivation, c'est le sentiment d'impuissance. Ce sont les sceptiques qui se sentent démunis face à l'ampleur du problème et qui pensent que leurs actions individuelles n'auront aucun impact. Je vois un peu comme si on se disait à quoi bon faire des efforts, de toute façon on ne peut rien changer. C'est un sentiment, c'est décourageant, je comprends que ça puisse pousser à l'inaction. Oui, et c'est d'autant plus pernicieux que ce sentiment d'impuissance peut devenir une prophétie autoréalisatrice. Si on pense qu'on ne peut rien faire, on ne fera rien. Et le problème ne fera qu'empirer. C'est un cercle vicieux. Il est donc essentiel de rappeler que chaque geste compte, que même à notre échelle, on peut contribuer à la solution. Tout à fait. Et pour mieux comprendre comment ces motivations se traduisent concrètement, l'étude a identifié 4 profils types de climato-sceptiques. 4 profils Racy. Ça devient vraiment intéressant. J'ai hâte de découvrir ces différents visages du climato-scepticisme. Alors commençons par les sceptiques convaincus. Ceux-là, en fait, ne se considèrent pas vraiment comme des climato-sceptiques. Ils sont conscients du problème, ils croient en la science et ils sont même prêts à agir. Ouais, bon, c'est... Mais alors pourquoi sont-ils classés comme sceptiques? Leurs doutes portent essentiellement sur la part de responsabilité humaine dans le changement climatique. Ils reconnaissent l'existence du phénomène, mais ils ont tendance à penser qu'il est principalement d'origine naturelle. C'est une position qui peut paraître contradictoire à première vue, mais qui est en fait assez répandue. Oui, c'est un scepticisme modéré. On pourrait même dire qu'ils sont des alliés potentiels de la lutte contre le changement climatique. Ils s'informent, ils participent parfois à des actions locales et ils soutiennent les mesures collectives. Donc il ne faut pas les mettre dans le même panier que les climato-sceptiques plus radicaux. Exactement. Passons maintenant aux climato-lésés. Eux, ce qu'ils craignent par-dessus tout, c'est l'impact des politiques climatiques sur leur vie quotidienne. Ce sont ceux qui se sentent menacés dans leurs habitudes, dans leur confort. Oui, on retrouve souvent ce profil chez les femmes actives, souvent mères de famille, qui ont un quotidien déjà bien rempli et qui redoutent tout ce qui pourrait le compliquer davantage. Je comprends jongler entre le travail, les enfants, et les contraintes du quotidien. Ça ne laisse pas beaucoup de place pour intégrer de nouvelles habitudes, surtout si elles sont perçues comme coûteuses et difficiles à mettre en place.
Exactement, ces climato-lésés ne sont pas forcément opposés à la transition écologique dans l'absolu, mais ils veulent éviter tout ce qui pourrait perturber leur routine ou augmenter leurs dépenses. On peut imaginer qu'ils soient sensibles aux arguments économiques et pratiques. Oui, et c'est important de les prendre en compte. Lorsqu'on communique sur le climat, il faut leur montrer que la transition écologique peut aussi être source d'opportunités d'économie et de simplification de la vie. Le troisième profil, c'est le smart climato-complot. Lui, il voit des complots partout. Oui, c'est le roi de la théorie du complot. Il est persuadé que le changement climatique est une invention des élites pour contrôler la population. Et d'où vient cette défiance généralisée? Qu'est-ce qui le pousse à voir des complots partout? On retrouve souvent ce profil chez des hommes d'âge mûr, plutôt à droite de l'échiquier politique, qui se méfient des institutions et des experts. Ils s'informent beaucoup, mais souvent sur des sources alternatives peu fiables. Donc c'est difficile de les raisonner avec des faits scientifiques. Ils ont déjà leur propre vision du monde basée sur la suspicion et la manipulation. Oui, c'est un défi de taille. Il faut faire preuve de beaucoup de pédagogie et d'empathie pour espérer les faire changer d'avis. Mais il ne faut pas non plus tomber dans la naïveté. Certaines personnes sont tellement ancrées dans leurs convictions qu'il est quasiment impossible de les faire douter. C'est peu décourageant, mais il ne faut pas baisser les bras pour autant et ça rend le climato-opposant politique. Lui, c'est le plus radical. Il rejette en bloc la lutte contre le changement climatique qu'il perçoit comme une idéologie imposée par la gauche. C'est plus un combat politique qu'un débat scientifique pour lui. Exactement. On retrouve souvent ce profil chez des hommes jeunes engagés politiquement à l'extrême droite qui s'opposent frontalement aux écologistes. Donc là encore, la communication est délicate. Oui, car il faut éviter de tomber dans la confrontation idéologique. Il faut plutôt essayer de trouver des points de convergence, des valeurs communes qui permettent d'engager un dialogue constructif, par exemple en mettant l'accent sur la souveraineté énergétique, la création d'emplois locaux ou la protection du patrimoine naturel. C'est passionnant de voir comment le climato-scepticisme prend des formes si différentes. L'étude nous invite à dépasser les stéréotypes et à comprendre les motivations profondes qui se cachent derrière ces doutes. Mais au fond, à quoi bon comprendre si c'est pour rester impuissant face aux problèmes? Ah, mais justement, cette compréhension est la clé pour agir plus efficacement en connaissant les différents profils, les motivations, les peurs. On peut adapter notre communication, nos arguments pour toucher un public plus large. C'est vrai, on a parfois l'impression de parler dans le vide, de prêcher des convaincus. Alors comment faire pour que le message passe, pour toucher ces différents profils de climato-sceptiques? L'étude de Parlons Climat nous donne justement quelques pistes intéressantes. Un des points clés, c'est que le climato-scepticisme n'est pas forcément un obstacle insurmontable à la lutte contre le changement climatique. Souvenez-vous, on a parlé des sceptiques convaincus. Oui. Ils représentent 30% des climato-sceptiques et pourraient devenir des alliés précieux. Oui, c'est encourageant, Bien. mais comment les mobiliser? Quel discours peut les toucher? Il faut miser sur des messages positifs concrets, axés sur les solutions. Plutôt que de culpabiliser ou de menacer, il faut montrer que la transition écologique peut améliorer notre quotidien, créer des emplois, renforcer notre indépendance énergétique, protéger notre santé. En gros, il faut donner envie plutôt que de faire peur, montrer que l'écologie, ce n'est pas forcément la fin du monde, mais plutôt le début d'un monde meilleur. Exactement. Et il faut aussi adapter son discours aux différents profils, par exemple pour les climato-lésés. Il est important de souligner les bénéfices économiques et pratiques de la transition, leur montrer que ce n'est pas forcément synonyme de contrainte et de sacrifice, mais que ça peut aussi simplifier la vie, faire des économies. Et pour les smart climato-complots, ceux qui voient des complots partout. Comment s'adresser à eux? Là, c'est plus délicat. Il faut éviter la confrontation directe qui risque de les braquer et de les enfermer dans leurs convictions. Oui. Privilégier la pédagogie, l'écoute, le dialogue, essayer de démonter les fausses informations avec des arguments rationnels, leur proposer des sources d'informations fiables. Un travail de longue haleine qui demande beaucoup de patience et de diplomatie, et pour les climato-opposants politiques, ceux qui revêtent toute forme d'écologie par conviction politique. L'enjeu, c'est de désamorcer la tension, de sortir de la confrontation idéologique, essayer de trouver des terrains d'entente, des valeurs communes qui permettent de construire un projet collectif, par exemple, en mettant l'accent sur la souveraineté énergétique, la création d'emplois locaux, la protection du patrimoine naturel, des thèmes qui peuvent rassembler au-delà des clivages politiques. C'est vrai, il est important de montrer que l'écologie n'est pas l'apanage d'un seul camp, mais qu'elle concerne tout le monde. Au fond, on a tous intérêt à vivre dans un environnement sain à préserver la planète pour les générations futures. Tout à fait. Et l'étude met aussi en avant un point crucial, la nécessité de restaurer la confiance dans les institutions, les experts, les médias. C'est essentiel pour lutter contre la désinformation,
le complotisme qui nourrissent le climato-scepticisme. En somme, il faut un effort collectif pour créer un climat de confiance propice à l'action. On ne peut pas s'en sortir chacun à son côté. Il faut une prise de conscience collective, une volonté commune d'agir. Absolument. Et n'oublions pas que le climato-scepticisme n'est pas juste un problème d'individus isolés, c'est le symptôme d'un mal plus profond. La défiance généralisée, le sentiment d'impuissance, la peur du changement des sentiments qui traverse toute la société et qui ne se limite pas à la question du climat. C'est vrai, on retrouve ces mêmes sentiments dans plein d'autres domaines. La politique, l'économie, le social, c'est une sorte de crise de confiance générale, un sentiment de perte de repères. Et c'est justement pour cela qu'il est important de proposer un projet de société positif, inclusif, porteur d'espoir, un projet qui donne envie de s'engager, de construire un avenir meilleur, plutôt que de se replier sur soi-même. Un projet qui redonne confiance en l'avenir, qui montre qu'on peut changer les choses, qu'on n'est pas condamné à subir. Je crois que c'est la clé pour réussir la transition écologique, transformer ce défi en une opportunité de construire un monde meilleur pour nous et pour les générations futures. Merci beaucoup pour toutes ces explications, c'est vraiment éclairant. J'espère que cette plongée au cœur du climato-scepticisme aura permis à nos auditeurs de mieux comprendre ce phénomène complexe. Moi aussi, et j'invite chacun à s'interroger sur ses propres perceptions du changement climatique, à se documenter, à échanger, à s'engager à son échelle, car chaque geste compte. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour une nouvelle exploration.